Rayla se fait ghoster, Soren se fait gaslighter et Amaya se fait blanchir. C'est le résumé global. Bon, il se passe beaucoup de trucs en fait dans cet épisode puisqu'il y a 3, 4 intrigues superposées. Et oui, je vais faire ça dans un désordre total. On va commencer par Amaya, là, la meilleure, qui est donc prisonnière des elfes de magma, si j'ai bien compris, des elfes de feu. Je ne sais pas exactement c'est quel type d'elfe c'est dit. Et donc, elle est tenue prisonnière par la chef guerrière contre laquelle elle s'est battue, qui commence enfin à parler. On l'a jamais entendu parler, mais maintenant que le combat est passé, on se dit, tiens, on va quand même la faire parler au bout d'un moment. Donc, elle essaye de la faire interroger par une interprète qui sait parler le langage des signes. Bon, ça se passe pas super bien parce qu'elle veut pas du tout être très très coopérative. Et donc, elle l'amène à la reine. La reine qui dit qu'est-ce qu'on s'emmerde, on a qu'elle a buté. On peut rien en tirer. Mais, un truc que j'apprécie, la chef guerrière, qui est la petite sœur de la reine. Pourquoi pas. J'imagine que ça jouera un rôle par la suite. Veut qu'on ne gâche pas ça parce que pour elle, elle a de la valeur en tant que guerrière respectueuse. C'est-à-dire que déjà elle s'est bien battue et elle a un code lorsqu'elle lui a sauvé la vie. Il y a quelques épisodes de ça. Donc elle veut pas que ça se gâche. Et j'apprécie un petit peu ça. Mais évidemment, la reine va pas accepter ça comme ça. Et donc, plutôt que de je sais pas, la laisser essayer de faire quelque chose d'elle, elle doit d'abord passer par une espèce de jugement, de lumière. Et on lui fait voir de force, elle peut ne pas le voir, mais s'il ne le voit pas, elle meurt automatiquement, un bâton de lumière. Mais si elle a le cœur pur, ça l'épargne en lui donnant une mauvaise conjonctivite, apparemment. Donc, c'est ça le principe. En gros, elle a été jugée par une magie, truc muche, pour dire qu'elle pourrait peut-être valoir le coup, et donc la sœur de la reine va essayer de faire quelque chose, je sais pas trop quoi. Essayer de la réformer pour faire en sorte qu'elle fasse partie de leur bande en tant que sous-race, je ne sais pas. Je sais pas exactement ce qui est prévu pour l'instant, donc c'est pas grand chose. Et voilà, j'aime beaucoup Amaya, vraiment, je le dis clairement, mon perso préféré. Le cœur pur, c'est peut-être un petit peu excessif quand même. Mais à nouveau, c'est pas clair du tout ce que c'est que cette espèce de magie que vous sortez de votre cul, quoi. Si ça se trouve, fallait juste qu'elle ait suffisamment de bravoure pour fixer cette lumière jusqu'au bout. Et peut-être que selon si on est calme ou quoi que ce soit, ça se fait plus facilement, je sais pas trop, c'est pas clair. Donc voilà, le petit test me paraissait un tout petit peu superflu sur le principe, mais voilà, c'est juste pour dire que elle va essayer d'en faire quelque chose, la chef guerrière. J'imagine que toute excuse est bonne pour la faire rester, je suis d'accord avec ça. Donc, du côté du royaume de Kiedalis, il y a, oui, je suis sûr que je l'ai encore mal dit, il y a Ezran qui essaye rapidement d'expliquer au fils du roi qui a été grièvement blessé. Je m'excuse, je me suis trompé la dernière fois, c'est pas 4 rois sur 5 qui sont morts, c'est 3 rois et demi. Le quatrième, il est juste gravement blessé et son fils a pris un peu sa place à cet égard-là. Donc, il s'appelle Kélif, il me semble. Je suis désolé, il y a beaucoup trop de noms. Il essaye de lui parler en disant écoutez, je sais que ça va pas super bien, mais on a appris que le roi des dragons, le prince des dragons était encore en vie, et mes amis l'amènent à sa reine, et à ce moment-là il y aura la paix, c'est pas la peine de se foutre sur la gueule, t'as vu, c'est bon, rassure-toi, et ça marche pas, non. Surtout présenté comme ça. Le fait aussi qu'il y ait la conseillère numéro 1 et Corvus juste à côté qui sont en mode c'est bien, dites-lui. En n'ayant même pas pris le temps de lui conseiller sur comment amener ça, je trouve ça très con, honnêtement. Parce que là, ça donne l'impression qu'il savait ce qu'il allait dire, mais à aucun moment ils se sont dit, ouais, peut-être pas de façon aussi naïve et directe, peut-être une façon moins directe de l'amener, des mots mieux choisis. Non, ça leur est pas venu à l'idée.
Et donc ils sont surpris de voir qu'ils le prennent mal, et qu'ils se disent qu'est-ce que vous racontez comme conneries. Laissez-moi tranquille avec vos rêves d'enfants naïfs, je me casse. Mais avant de se casser, il va être approché par je ne sais pas qui, un mec, avant qu'il parte, veut le faire voir Viren. Et on va pas voir tout de suite ce qu'ils vont faire. Hein, donc on verra juste à un moment donné qui soudoie rapidement un garde pour le laisser voir Viren sans problème. Et je sais pas, est-ce que ça va être le cas aussi pour Soren et Claudia? Parce que je me pose un petit peu la question, parce que avant donc cette scène où il va voir Viren et de quoi ils vont parler, on sait pas trop. J'imagine c'est évident qu'il n'est pas du tout content de comment ce royaume-là est géré et qu'il voudrait que Viren fasse un petit putsch, quoi. Ce genre de truc, ça sent un petit peu que c'est ça. Sachant que bien entendu, il n'est pas au courant que c'est de sa faute à lui directement si son père est grièvement blessé. Donc c'est assez ironique. Mais ouais, il y a Soren et Claudia qui lui rendent visite d'abord. Et truc que je trouve, une fois de plus, assez grossier, c'est le fait que Ezran gère ça avec le cul. Je veux dire, tu le sais, que Viren est problématique. Quand même, il a dû t'en parler un petit peu, ton frère, de ce qui s'est passé. Et on a dû t'en parler aussi, les conseillers et tout, ce qu'il a fait. Quand même. Mais tu laisses Claudia et Soren le voir tranquillou, sans surveillance. Et apparemment, ils peuvent se déplacer comme ils veulent, il n'y a pas de problème, c'est un... Et donc, en les recevant, il y a Viren qui... Alors, une fois de plus, c'est un truc que je trouve vraiment dommage, c'est le fait qu'il ait besoin qu'on lui dicte ce qu'il doit faire, alors que j'avais l'impression quand même que avant sa rencontre avec Aravos, il savait être un peu réfléchi par lui-même, quoi. Le fait qu'il ait besoin de se faire dire des trucs évidents, évite de te faire mal voir par eux, présente-toi bien, c'est important, etc. Je veux dire qu'il aurait pu le comprendre lui-même, t'étais pas obligé d'appuyer que Aravos doit lui souffler ça. C'est le petit truc qui me gêne un tout petit peu, ça diminue un chouïa le personnage, ça. Mais ouais, le truc c'est que il veut quand même leur faire comprendre que c'est super important de s'occuper de ce dragon et que leur vie est moins importante que ça, mais pas dans le sens... il essaye un petit peu de rebondir sur ce qu'il leur a dit pour les manipuler un petit peu, pas dans le sens on peut sacrifier ton frère, c'est bon, mais on peut sacrifier n'importe lequel d'entre nous si on est sûr d'empêcher ça, d'empêcher que le prince des dragons ne devienne cette espèce de grande menace. Donc là, il le fait plutôt bien passer, mais il y a aussi le fait que il a demandé qu'on tue les princes. Et là, Claudia, elle le prend un petit peu plus mal, là. Si tu peux m'expliquer ça. Et donc, conseillé par Aravos, qui aurait pu la fermer, puisque je pense qu'il aurait pu le comprendre tout seul, il va inventer un mensonge pour faire croire, au bout du compte, que Soren avait juste mal compris ce qu'il a dit. Et c'est vrai que, étant donné qu'il n'a jamais dit directement qu'il faut tuer les enfants du roi, il joue un petit peu sur sa naïveté et le fait que voilà, hein, c'est un peu de notoriété publique qu'il n'est pas très fut-fut, pour faire croire qu'au bout du compte, il avait totalement mal interprété ses propos. Comme quoi, oui, il est possible que les princes soient morts et il faut que tu t'apprêtes à présenter cette nouvelle. Comme quoi, qu'il faut que tu te prépares au pire. C'est ça que je voulais que tu comprennes. Et quand j'ai dit fais le nécessaire, ça veut pas dire tuer les princes. Comment ça se fait que tu pu comprendre ça, quoi. C'est totalement... Ah, j'aime pas ce terme de base parce que pour moi, la plupart du temps, pour moi, il y a un terme très simple, c'est mentir. Mais c'est la première fois que je trouve qu'il peut s'employer correctement, parce que c'est plus spécifique que ça, du gaslighting. Je suis vraiment pas fan de ce terme-là, parce que la plupart du temps, les gens disent ça alors que vous me mentez, vous me faites croire un truc, quoi. En gros, ils essayent vraiment de lui faire croire depuis le début qu'il s'était trompé et qu'il est plus bête qu'il ne pense encore l'être. Sachant que déjà, il pense pas être très intelligent. C'est pas trop mal dans la manipulation, j'ai bien aimé cette partie-là.
pour essayer de les garder dans sa poche et de faire en sorte qu'ils soient avec lui. Le problème, c'est que vu qu'ils auraient dû être, surveillés complètement, c'est c'est ça que je trouve dingue, quoi. Tu peux pas juste laisser Viren parler à ces deux gosses à qui il a donné des missions assez graves de ton point de vue, Ezran. Même Claudien, hein, même si tu oublies Soren, si tu crois que il n'a pas vraiment demandé à ses enfants de le tuer, c'est une erreur. Il a demandé à Claudia d'aller complètement à l'encontre de ce que tu voulais faire. Et donc, c'était super important. Mais bon, ok, quoi, il parvient à les manipuler un peu pour les garder dans sa poche et donc faire en sorte qu'il l'aide plus tard. Et ouais, c'est un peu ce que je craignais. Ta décision de tout pardonner sans rien suivre à côté, eh ben ça va provoquer ta perte. C'était très intelligent. Mais bon, comme je l'ai dit, après ça, ils partent et juste ensuite, il y a Titi, j'ai oublié le nom là, le prince et le mec j'ai pas souvenir qu'on ait jamais vu avant ce type-là, qui rendent visite à Viren pour l'aider également. Et l'intrigue plus ou moins principale, ce sera donc Callum et Rayla qui se rendent au village de cette dernière, qui est contente de revoir les siens, même si ils ont quelques craintes sur comment sera accueilli Callum. Et Callum a l'idée du siècle, je vais faire exactement comme toi la saison précédente, je vais me déguiser en elfe. Et il est à peu près aussi crédible qu'elle lorsqu'elle était déguisée en humain. Ce qui fait que ça n'aurait jamais dû marcher, mais la seule fois où quelqu'un le voit, il croit bêtement que ça peut être un elfe. Et c'est un elfe de la forêt. Apparemment, il y a tellement de types d'elfes que ça passe, j'en sais rien. Même s'il a 5 doigts, hein, c'est difficile à cacher ça. Mais bon, le but évident de ce passage-là, c'est de faire le parallèle avec le moment où elle s'est foutue de la gueule des humains en se faisant passer pour l'un d'eux. Donc ouais, j'ai envie de dire, c'est de bonne guerre, on fait ça d'un côté, on fait ça de l'autre. C'est pas plus rigolo dans ce sens-là que dans l'autre pour moi, mais bon, ok, pourquoi pas. L'idée, c'est que ça sert à rien et au bout du compte, elle aurait juste pu dire, ok, si laisse tomber, tu vas convaincre personne, quoi. Mais non, on essaye de suivre ça jusqu'au bout et c'est très bizarre. Mais bon, de toute façon, c'est pas très important parce que personne ne les voit. Lorsqu'ils arrivent au village et qu'ils font leur petit pas de danse nécessaire pour ouvrir la vision de ce village-là, parce qu'apparemment ils y protégés pour je ne sais quelle raison. C'est pas, il y a des clans hostiles. Vous êtes vraiment tellement renfermé sur vous-même que même à Xadia, vous laissez personne vous voir, je sais pas trop. C'est un détail, c'est un détail. Personne ne les voit et tout le monde a le visage complètement effacé, en mode blanc, parce qu'en fait, elle a été ghostée. Au sens assez littéral, puisque tout le monde a décidé de se faire un sort pour dire on te voit pas, on t'entend pas, tu fais plus partie de notre. C'est une façon très, très vache de dire que t'es banni en fait. Tu fais plus partie de notre clan, tu vas te faire voir. Et au début, je me suis dit pourquoi, hein, surtout lorsqu'il y a voir le petit copain de Runan, voilà, avec qui elle a grandi, en plus de Runan. Runan, je rappelle, c'est le mec qui dirigeait l'escouade de départ pour tuer le roi dans la saison 1. Et ben, ouais, lui aussi, il l'a ghosté. C'est tellement facile de faire le parallèle, quoi. Et elle est un petit peu énervée pour ça, mais elle finit par comprendre que c'est parce que, eh ben, ils ont eu la preuve que tout le monde est mort sauf elle. Et de leur interprétation, ça veut dire qu'elle a trahi la mission. Ou peut-être qu'elle est allée au bout de la mission et que tout le monde est mort sauf elle en se battant. Parce que voilà, si elle était la plus prometteuse, peut-être qu'elle avait plus de chances de survivre aussi. Je suis désolé, mais c'est quoi ce raccourci de logique de leur part? Ah mon Dieu, ils sont tous morts sauf elle, ça veut dire qu'elle les a trahis, il n'a pas participé au combat ou un truc comme ça. Qu'est-ce que t'en sais? En plus, le truc avec ça,
c'est que vous devriez avoir reçu l'information de la flèche magique qui balance son information dans le ciel. Là, j'imagine que c'est pour ça qu'il l'a balancé, le frère. Euh, donc, la mission est allée jusqu'au bout. Qu'est-ce qui vous fait dire que automatiquement il serait mort après ça? Tous. C'est quoi le truc? Je comprends tellement pas. Pourquoi c'est automatiquement la seule survivante à la trahi? Qui est bon de logique, complètement incohérent pour moi. Je sais pas, il y a tellement de possibilités autres que ça, mais bon, si vous voulez, les gars, si vous voulez. Hein. Donc c'est à cause de ça que tout le monde veut plus la voir de façon très littérale. Et ouais, malgré tout, il se sent un petit peu mal, le petit copain de Runan. Et donc il décide quand même de rompre le sort quelques minutes pour s'excuser et lui expliquer. Et oui, aussi présenter comment ça fonctionne, comment ils ont su que les autres étaient morts. Et ben en fait, il y a des espèces de petits lotus dorés magiques qui font flotter, qui sont liés à leurs âmes, un certain degré, sur une petite fontaine. Et il n'y a plus que la sienne. Ce qui est bizarre, je me dis, parce qu'il y a quand même au moins un qui est enfermé dans une pièce, il n'est pas mort, et on joue là-dessus de façon acceptable, on va dire, en disant que en fait son lotus, il est en grande partie coulé, donc on ne le voit plus. Parce que c'est une fontaine dégueulasse, que dès lors que quelque chose est un peu en dessous, on ne voit plus du tout ce que c'est, même quand il y a une lumière dessus. Voilà, ok. Et donc, vous n'êtes pas dit, on va peut-être récupérer ces trucs d'âme ou quoi que ce soit. Non, ça fait partie du folklore, on les laisse là. Si c'était pas le cas, bah, vous auriez vu que c'était bizarre que son âme soit encore là, mais pas totalement. Vous voyez, enfin bref, c'est vaguement acceptable, je prends. Hein, pour justifier la continuité avec ce que vous avez fait avec Runan. Mais voilà, il s'excuse, il explique rapidement qu'ils ont le dragon, et pour se faire pardonner, il leur donne 2 montures pour aller plus vite en direction de la mère de dragon, qui est mourante. Voilà, elle va pas tarder à crever. Ce qui veut dire que, ouais, ça va être un peu comme Ezran, hein, si c'est ça, quoi. Il va retrouver sa mère qui va crever très vite, il va être obligé de gouverner alors qu'il a quoi, 20 jours. Waouh! Ça va être prometteur, ça. Je sais pas comment ça fonctionne, ce truc-là, je suis sûr que ce sera détaillé par la suite. Et donc, ouais, c'est sur ça que ça se termine. Alors que, après qu'ils partent, il y a j'ai oublié son nom, l'amoureux de Runan, qui envoie une flèche de vie, une flèche d'info qui, j'imagine, renseigne, je ne sais pas qui exactement, c'est prévu, la mère dragon, j'imagine, que le prince des dragons est en vie. Enfin, je pense que c'est ça, hein, il dit pas précisément la chose. Au début, on avait fait des vœux de mort, là c'est un vœu de vie, ce genre de truc, donc j'imagine que c'est ça, je vois pas ce que ça pourrait être comme autre message. Et oui, c'était pas mauvais dans l'idée, je trouve que dans l'exécution ça manquait de force. Je trouve que pas mal de trucs se forcent un peu dans le déroulé de cette découverte. Et oui, sérieusement, le fait qu'on décide de la bannir de cette façon-là, à partir de raccourcis aussi grossiers, c'est un peu gros pour moi. Mais globalement, aucun segment n'était mauvais. Aucun segment était génial, j'ai envie de dire, mais il y avait de bonnes idées malgré tout, et donc j'ai apprécié. Voilà, une fois de plus, un épisode pas mal. On verra si ça va mieux ou pas après. À bientôt pour l'épisode 4. Bye!